Mesdames et messieurs, bienvenue au 13h. Un principal titre, les obsèques officielles de Joseph Kadi de Fosso, l'opérateur économique et maire de Bana, ont démarré. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala a abrité la célébration funéraire ce matin. C'était en présence de Marcel Nialdi Fendi, représentant personnel du chef de l'État. Bienvenue une fois de plus. On commence avec le chiffre du jour, 60. Il y a 60 ans, mourait le nationaliste camerounais Ruben Oumniobé. C'était le 13 septembre 1958. L'homme surnommé Mpodol, ou porte-parole, qui avait été assassiné 2 ans avant l'indépendance du Cameroun, fut la première personnalité politique à revendiquer à la fois l'indépendance et l'unification des parties orientales et occidentales du Cameroun. Ruben Oumniobé est d'ailleurs celui qui avait porté devant l'ONU les revendications des Camerounais qui soutenaient cette cause. Nous reviendrons de manière plus détaillée sur les œuvres de ces héros camerounais au journal du 19h50 ce soir. Également dans l'actualité, le désenclavement de certaines zones du Cameroun représente un frein au développement des représentations de certaines institutions. C'est le cas notamment des formations sanitaires où il est davantage question aujourd'hui de faire avec les moyens de bord, a reconnu un chef de district de santé lors de la réunion de coordination régionale des activités de santé publique du littoral tenue dans la ville de Douala. Mireille Defofotso et Guy Fotso nous donnent les détails. Les hôpitaux camerounais de l'arrière-pays sont tous confrontés aux problèmes d'infrastructure. Ajoutez à cela le manque de personnel. Au regard de l'enclavement, au regard des centres qui sont que sans personnel, les ressources humaines pas en quantité et pas suffisantes, ça nous pose des énormes problèmes. Ce médecin, chef de district de l'hôpital de Nkonjok dans le département du Nkam, est arrivé à Douala pour prendre part à la réunion de coordination régionale des activités de santé publique dans le littoral pour le compte du deuxième trimestre 2018 et entend implémenter dans sa formation sanitaire les orientations acquises à Douala au cours de cette réunion. Nous sommes à une réunion de coordination régionale. Chaque district de santé doit évaluer de manière comparative les activités menées comparées à d'autres districts de la région. Et monsieur le délégué va nous donner les différentes orientations et comment aborder, comment faire pour surmonter les obstacles qui se posent à nous. Pour le responsable de la santé dans le littoral, il était temps de se réunir vu les objectifs à atteindre. Nous espérons déjà identifier les lacunes recensées pendant le premier semestre, voir comment les corriger et mieux encore, compte tenu du thème élaboré, notamment la mutualisation des ressources pour l'atteinte de nos performances, voir comment dorénavant mutualiser les ressources que nous avons pour l'atteinte des performances qui sont les nôtres. Tous ces directeurs d'hôpitaux, chefs de district de santé, GTR, bref, toutes les personnes impliquées dans le domaine de la santé dans la région du littoral vont ainsi échanger pendant 2 jours. Dans la région du Nord, les délégués du personnel ont été outillés sur leurs responsabilités sociales. Ils ont tenu une séance de travail avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Séance tenante, les représentants des travailleurs ont émis leur souhait d'être mieux accompagnés à l'avenir. Patrick Ngouania nous en dit plus. Dialogue social, bipartite et direct est le thème au centre de cette rencontre d'échange entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et les représentants élus des travailleurs du Nord. Nous avons eu l'occasion là de dire à cœur ouvert, n'est-ce pas, nos difficultés, de dire à cœur ouvert certaines attentes. Et nous avons trouvé en face de nous quelqu'un qui plaide justement pour le dialogue social, quelqu'un qui voudrait que les difficultés de l'employeur, les difficultés de l'employé soient vraiment des aspects mis dans un même. Le délégué du personnel a l'obligation de disponibilité, de compétences, de tact et surtout d'exemplarité. Il doit aussi servir de repère pour ses collègues. Pour servir plus rapidement
engagés camerounais. Donc, nous souhaitons que vous acceptiez que le dialogue soit non seulement effectif, mais permanent. Ça nous a permis de prendre un peu le pouls, comme on l'a fait à Douala, comme on l'a fait à Yaoundé, comme on le fera ailleurs. Nous souhaitons vraiment que le dialogue soit effectif et que les délégués du personnel que vous êtes puissent faire leur travail. Au thème de cette séance de travail avec Grégoire Ouna, les délégués du personnel, les différentes structures et entreprises de la ville repartent auprès de leurs collègues avec une expérience plus aiguisée. Le secteur du palmier à huile fait face à de nombreux défis au Cameroun. Sachant que la production de palmier à huile est l'une des causes premières de la déforestation, il est question de produire de manière durable. Selon le Fonds mondial pour la nature, l'un des acteurs à prendre en compte est l'homme des médias qui a pour rôle de sensibiliser. Raison pour laquelle des journalistes étaient en formation à Douala. Le compte rendu de Aimé Moukouri et Marius Kosso. En un an, le Cameroun produit près de 300 000 tonnes d'huile de palme. Une quantité peu suffisante, avec un déficit de 150 000 tonnes. Les défis de ce secteur, produire plus pour satisfaire le marché local, attaquer le marché international, mais aussi produire de manière durable, c'est-à-dire en préservant l'environnement. Pour développer cet aspect, les médias ont été ciblés par la WWF. Quand on arrive à avoir un changement nécessaire dans un pays comme le Cameroun, il faut impliquer les médias. Et pour nous, on dit, c'est bien qu'on vient avec les médias, que les médias arrivent à comprendre comment ce secteur se comporte. Et maintenant, sur ça, il peut essayer, même en faisant le papier, en faisant le journal, il peut savoir quoi dire par rapport à ce secteur. Et l'apprentissage est ludique, avec un jeu de rôle où chacun est un maillon de la chaîne des planteurs, en passant par les banquiers ou les locateurs de tracteurs. Le fonctionnement du palmier avec le Cameroun. Le but, c'est quoi? C'est de voir les interactions qui existent entre les petits producteurs, les agro-industries et tous les intervenants qui sont dans la chaîne de production de l'huile de palme brute et probablement les nouvelles transformations qui consistent dans l'huile de palme raffinée. Pour les journalistes de différents médias comme Regina Leke, journaliste environnementaliste présentatrice de Planet Rise sur Canal 2 English, ou encore Jibril Kenfak de Business Today, la formation est plus qu'importante. Le séminaire de WWF est important pour moi déjà en tant que journaliste spécialisé dans l'environnement parce que j'accrois mes connaissances sur le secteur de production de palmier à huile. Mais par ailleurs, l'important c'est que je pourrai transmettre aux agriculteurs et aux autres qui ont besoin de savoir comment ce secteur devrait fonctionner. Ce qui est important, c'est que depuis jusqu'à présent, quand nous écrivions, nous ne savions que nous n'avions pas de base solide. Mais maintenant, étant donné que nous assistons à une chose, nous savons qui sont les principaux acteurs dans la filière du palme. Ils auront donc la charge de porter la voix de la production durable du palmier à huile. En culture, la littérature camerounaise s'enrichit de 3 nouveaux ouvrages. Des œuvres de l'écrivain Menkwa Yossa qui ont fait l'objet d'une soirée dédicace organisée dans la ville de Douala. Entre fiction et tradition, l'auteur balade ses lecteurs dans un style plutôt simple et épuré. Le reportage de Patrick Ngwania et Luther Djemo. 18 ans au service de la littérature et toujours aussi prolifique. Christophe Menkwa Yossa offre aux férus de belles lettres ici à Douala 3 de ses plus beaux ouvrages, Amour et richesse, À l'école de la vie et Procès d'une noix de coco. 17 ouvrages dont les 3 derniers viennent de paraître. Le plus récent, c'était les clés du succès, ensuite les clés de la réussite. Et maintenant, je viens de commettre À l'école de la vie, Amour et richesse et la force des petites choses. Voilà, bon, j'essaie de faire dans des genres variés. Vous savez, l'activité littéraire n'est pas la chose, l'activité d'écriture n'est pas la chose la plus facile. Mais quand on pense aux autres, il faut s'y mettre parce que ce plaisir de rendre service aux autres
en se rendant service à soi-même, c'est une façon de dire le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun d'aujourd'hui, c'est le Cameroun de demain. Cette dédicace anniversaire a connu la présence des figures représentatives de l'univers socio-culturel camerounais qui ont tous, dans un élan de solidarité, répondu à l'appel de l'auteur et surtout exprimé leur satisfaction. Nous venons là d'assister à la dédicace anniversaire de l'écrivain Christophe Nkwayosa qui ne cesse d'écrire, qui ne cesse d'avoir une mémoire fertile. C'est un auteur prolixe, fécond et plein d'inventivité qui célébrait par la même occasion ses 18 ans de vie dans la littérature. Donc nous sommes très heureux d'avoir patronné cette activité qui est en droite ligne avec les missions du ministère des Arts et de la Culture. En 18 années de publication littéraire, ce socio-économiste de formation est l'auteur de 17 ouvrages qui sillonnent avec allégresse le style romanesque, poétique et théâtral. On l'annonçait en titre, la cérémonie funéraire des obsèques de Joseph Kadi Defosso s'est déroulée à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. C'était en présence de notre reporter Lille Piedjou. Bon après-midi, Vanessa Melin-Kamdem. Nous sommes ici à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala où Kadi Defosso a entamé son dernier voyage vers l'éternité. La cathédrale qui a reçu la dépouille mortuaire de ce baobab de l'économie camerounaise. Monseigneur Samuel Cléda, qui présidait cette cérémonie funéraire, a demandé aux uns aux autres de tout faire pour fructifier l'héritage laissé par ce géant de l'économie camerounaise. La messe s'achève actuellement et le corps va se diriger au domicile de Sa Majesté Kadi Defosso. La suite ce sera avec la grande veillée à son domicile à Bonanjo et l'enterrement est prévu samedi à Bana, son village natal. Ici, depuis la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, Martin Luther Djomo, Lille Piedjou pour Canada International. Merci Lille Piedjou. Rendons-nous à présent à Yaoundé pour la suite du Trésor. C'est avec vous Delphine Fonkou. Bon après-midi. Samela Kamdem, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. À Yaoundé, justement, on poursuit en politique. Les États-Unis d'Amérique invitent les jeunes à s'impliquer davantage dans le processus électoral, ceci en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain. 250 d'entre eux, issus de 5 régions du Cameroun, viennent d'être édifiés sur le projet intitulé « Des jeunes s'engagent pour des élections justes et transparentes ». Une initiative des acteurs de la société civile de concert avec l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Karel Mezatiatoya, Serge Alonzibou. Les jeunes qui représentent le tiers de la population au Cameroun ne s'intéressent pas beaucoup à la chose politique. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur. Ils doivent pourtant exercer leurs droits civiques le 7 octobre prochain. Pour encourager le fer de lance de la nation à contribuer au processus électoral, ces acteurs de la société civile ont initié le projet intitulé « Les jeunes s'engagent pour des élections justes et transparentes au Cameroun ». Le projet, qui a débuté depuis le mois de septembre dernier, leur a permis de sensibiliser et former près de 250 jeunes dans 5 des 10 régions que compte le Cameroun. L'objectif était de rapprocher les jeunes des l'ECAM et de tous ceux-là qui sont impliqués dans le processus électoral au Cameroun, ce qui a permis à beaucoup de s'inscrire et aujourd'hui ils sont prêts à observer le processus. Vision du projet, renforcer les capacités des jeunes pour la renaissance africaine. Les États-Unis d'Amérique, ici représentés à la conférence débat de clôture, organisée ce 12 septembre à Yaoundé, soutiennent cette initiative. L'ambassade américaine a soutenu ce projet. Les jeunes s'engagent pour les élections justes et transparentes au Cameroun parce que pour nous, aux États-Unis, l'acte du vote, la participation civique dans n'importe quel pays, dans notre politique étrangère, est le plus important. Les États-Unis sont neutres. Nous n'avons pas de candidat préféré, nous n'avons pas de parti politique préféré dans n'importe quel pays. Ça nous était égal. Les mini-films projetés durant les échanges
ont permis à l'assistance de mieux cerner l'importance de voter pour choisir le prochain président de la République. Et s'agissant justement du président actuel du Cameroun, la nouvelle édition revue et corrigée de son livre intitulé « Pour le libéralisme communautaire » a été dédicacée hier à Yaoundé. Cette cérémonie de dédicace a connu la présence de plusieurs hommes de culture, personnalités, membres du gouvernement venus découvrir la nouvelle version de cette œuvre qui présente la vision politique du président Paul Biya. Belle occasion pour eux d'apprécier ce nouveau bébé qui, selon eux, résume les œuvres de Paul Biya, lesquelles sont d'ailleurs en conformité avec ses réalisations. Je vous propose d'écouter Issa Tiroma Bakari de la communication et Adamou Sidiki qui s'exprime au micro de Brand Kamga et Serge Alonzebou. Il s'avère que nous vivons dans un monde extrêmement dangereux et c'est tous les jours que notre nation fait l'objet d'une agression en particulier du président Biya. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a deux choses qui gênent ceux qui gouvernent le monde de manière connue ou alors tapis dans l'ombre. Cette stabilité légendaire. Et il propose plusieurs chemins qui nous mènent à son idéal politique et je pense très humblement que quand on regarde ce qu'il propose et qu'on regarde l'actualité brûlante actuelle du Cameroun d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'homme n'a pas varié d'un pouce. Plus de 8% d'enfants de 6 à 11 ans ne sont jamais allés à l'école. À ces chiffres s'ajoutent 35% de personnes de 15 à 45 ans qui sont analphabètes au Cameroun. Il faut donc promouvoir des mesures de rattrapage. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation de base, a initié des centres d'alphabétisation fonctionnels dont le secrétaire général de ce département ministériel vient de visiter quelques-uns de la ville de Yaoundé et ses environs. À sa suite, nos reporters Michel Foucault et Arnaud Ngefak. L'abécédaire au tableau, hommes, femmes et enfants sur les bancs. Ici l'école d'un autre genre. Cliché d'un centre d'alphabétisation fonctionnelle d'un fou non loin de Yaoundé. Ici, il est question d'alphabétisation et le ministère de l'Éducation de base y tient. Beaucoup de nos enfants, nos compatriotes, même ceux qui viennent d'ailleurs, qui ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas lire. Et ce n'est pas seulement pour écrire et lire, c'est aussi pour développer certaines compétences. C'est un univers qui accueille des personnes spéciales, incapables de suivre l'école dans son circuit normal. Le centre offre aussi l'occasion à certains adultes de rattraper l'éducation de base jamais côtoyée. Ceux qui pensaient que leur vie était déjà casée quelque part, loin là, ils ont les espoirs. Moi j'ai vu aussi quelque chose qui est très important, vivre ensemble. Parce que moi j'ai vu les Camerounais de Nord et Sud, même les réfugiés de Centrafrique et autres pays qui sont là en train de développer leurs compétences. Développement de compétences, l'expression tombe juste au contexte de célébration de l'édition 2018 de la Semaine nationale de l'alphabétisation. Et là, le secrétaire général qui porte l'onction du ministère de l'Éducation de base vers quelques centres d'alphabétisation fonctionnelle découvre une diversité impressionnante d'activités. Coiffure, couture, transformation, et ce n'est pas tout. Actuellement, nous menons des activités sur le domaine agricole, en élevage. Élevage et agriculture pour donner demain à ce regard naïf un sens professionnel. Je vous invite à présent en Tui, dans le Bas-Mekim, région du centre, à la découverte d'un jeune fabricant artisanal de marmites. Samuel Don, c'est son nom. Il est très sollicité dans cette partie du pays, vu qu'il est d'ailleurs le seul fabricant et fournisseur de marmites. La découverte avec Elsa Kam et Hubert Noutier. Du sable, de la terre, des tôles, des pièces de voitures récentes sont les différents outils qu'utilise Samuel Ndom, fabricant de marmites artisanales dans la commune de Ntui, département du Bas-Mekim, région du centre Cameroun. Les femmes ne doivent plus partir à Yaoundé pour acheter parce qu'on a tout la qualité de moule ici. Commencez au numéro 1, le petit dernier marcocotte et toute la qualité. Dans sa commune, il est le seul fournisseur de marmites de ce type qui est un outil qui répond aux besoins des femmes de la dite localité. Pour défaut de machines appropriées pour élargir cette activité, Samuel se sert de ses mains, même si cela n'est pas son risque. C'est avec beaucoup de passion et d'enthousiasme qu'il le fait et est accompagné au quotidien dans cette fonction par son épouse. C'est ça qui est mon métier, que de nourrir toutes mes familles
tout ce qui concerne de ma vie, c'est la même chose. Donc il semble que je me débrouille et je demande si je pouvais me renforcer soit quelque part. Et là, je n'allais pas être dans cette chose ici-là. Parce que c'est une grande métier que j'ai ça dans la tête. Bon, que je pouvais aider les villes. À travers la fabrication de ces marmites, Samuel souhaite accroître son chiffre d'affaires et multiplier la main-d'œuvre car le besoin de marmites se fait de plus en plus pressant dans la ville de Ntui. En culture, le collectif des artistes Debout pour nos droits entame dès lundi 16 septembre prochain une série d'actions de revendications au rang desquelles le recouvrement de leurs redevances à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Ils l'ont fait savoir hier à Yaoundé. C'était à l'occasion d'un point de presse. Le compte rendu avec Patricia Sorel-Ntiama et Hubert Noutier. Le mouvement est un mouvement initié par nous-mêmes. Ils en ont marre et ils ont tenu à le faire savoir. Le collectif des artistes Debout pour nos droits face aux hommes des médias ce 12 septembre à Yaoundé revendique le recouvrement de leurs redevances de près de 4 milliards de francs CFA auprès des usagers, l'audit de tous leurs comptes contrôlés par des agents publics, l'application et le respect de la loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Revendications qui, de leur point de vue, font suite à des incohérences et l'inefficacité de l'action administrative dans le cadre du processus d'assainissement. Chaque artiste qui est productif, qui a des œuvres, est égal à un autre artiste qui a les œuvres. Donc ils doivent comprendre qu'ils doivent se mettre du bon côté là où il y a la loi et la légalité. Parce qu'on doit respecter les lois. Si rien n'est fait, ils entendent descendre dans la rue pour faire entendre leur voix. On va chez nos autorités, leur démontrer notre ras-le-bol. Parce qu'on a écrit, on a parlé, on se déchire, on est devenus des ennemis, les artistes sont devenus des ennemis, sont devenus comme des partis politiques. À cause de quoi? Parce que certains sont là-bas comme si ils sont en train de supporter telle logique. Mais les artistes sont les propriétaires de la société. Ces artistes souhaitent de tout cœur qu'il y ait 2 solutions à leurs problèmes pour éviter d'en arriver là. Là où la loi est bafouée. Le 13h se poursuit sur Canal 2 International à Douala avec vous, Vanessa Mela-Kamden. Merci Delphine Fonkoutene. On poursuit en sport cyclisme, 25e édition du Tour de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun perd le maillot jaune après l'avoir conservé pendant 3 étapes. Arthur Stella occupe en ce moment la 4e place au classement général. Les précisions d'Alex Lembe. 25e tour cycliste de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun perd le maillot jaune et l'Ivoirien Cissé Isiaka est le désormais propriétaire de ce maillot jaune après sa victoire lors de la 4e étape. Il a été déclaré vainqueur à la fin de la course contre la montre de ce 12 septembre. Lors de la 4e étape entre Kotoganda, Gwanga et Tanda sur une distance de 28,6 km. En 38 minutes et 32 secondes, il sera suivi par le Burkinabé Nkiemala Aziz, classé 2e avec un écart d'1 minute et 53 secondes. Le Camerounais Kamzong Abosolo, quant à lui, occupe la 3e position avec 2 minutes et 29 secondes de retard sur le vainqueur de l'étape qui aujourd'hui est le maillot jaune. Au classement général, l'Ivoirien Cissé Isiaka est premier en individuel et remporte le maillot jaune. Le Camerounais Kamzong Abosolo Clovis est classé 2e et le Burkinabé Sorgo Mathias est installé sur la plus petite marche du podium. Ils sont tous à 2 minutes et 31 secondes de retard sur le maillot jaune. Le Camerounais Tela Astuce, maillot jaune durant les 3 premières étapes, est 4e au classement avec 3 minutes de retard sur le maillot jaune. Tchente Michel Boris, l'autre Camerounais, est classé 9e à 6 minutes et 26 secondes du maillot jaune. Nouane Rodrigue est 14e avec 14 minutes de retard. Prisolobe Alain Junior, quant à lui, est 15e avec 15 minutes de retard sur le maillot jaune, sur les 46 coureurs classés. Le Cameroun est 3e meilleure équipe après le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sur les équipes classées. La 5e étape, quant à elle, va se courir en circuit fermé entre Bondoukou et Bondoukou, est longue de 100. Fin du 13h, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 2 International.